Salutations peuple de YouTube. Alors ici on est dimanche le 9 février, il est 18h59. Je tourne aujourd'hui dans ma buanderie, enfin c'est plus vraiment la buanderie, enfin si, dans le sens où il y a la machine dans la pièce, mais je n'y fais plus sécher mon linge, parce que depuis le mois de juillet, j'ai un petit pensionnaire dans cette pièce, qui est Palo. Donc Palo c'est mon pigeon domestique. C'est un petit rescapé. C'est un petit rescapé que j'ai nourri à la seringue quand il était bébé. J'ai fait une vidéo pour parler de lui, de toute son histoire. Je l'ai filmé, mais je ne l'ai pas encore monté ni posté. Donc ça viendra à un moment, mais voilà, j'avais envie de filmer avec lui, comme ça j'essaye de lui tenir compagnie le plus possible. Et voilà, j'avais envie de filmer avec lui. Ah mon cœur. Petit amour. Donc il est libre dans cette pièce pendant la journée. La nuit, il retourne dans sa cage pour essayer de maintenir un semblant d'ordre dans la pièce. Je vous retrouve avec un déca qui a déjà à moitié refroidi, au lait de riz, dans une vieille tasse qui était censée changer de couleur avec la chaleur, mais qu'on a par accident passé au lave-vaisselle et donc tout s'en va. C'est une tasse Batman, c'est un produit officiel d'EC Comics qu'on avait eu à une convention, je pense, un truc du style. Alors, je vous retrouve pour le tag Tarotube d'Aurélia Kay, que j'ai vu passer chez Marie. C'est chez elle que je l'ai entendu en premier. Donc, Marie, les cartes sont magiques. Je l'ai regardé chez Aurélia, évidemment. Je l'ai vu chez Offline aussi. Et je me suis dit que j'avais bien envie d'y répondre. Donc, allons-y. Il y a 30 questions. Vous trouverez les questions en barre de description. Si vous avez envie de le faire, n'hésitez pas. Je regarderai votre vidéo avec plaisir. Mais il faut juste que vous me laissiez un petit commentaire pour m'inviter à aller voir votre chaîne. Alors, première question. Quand as-tu créé ta chaîne YouTube et qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire ? Alors, ma chaîne YouTube existe depuis très longtemps, 2011, je pense. Je vais vérifier en même temps que je vous parle. À la base, c'était pas du tout pour parler de la cartomancie. Je pratiquais pas du tout ça à l'époque. Mon but, c'était de montrer, de faire des vidéos de batterie et de danse, puisque c'était mes activités principales à l'époque. Ouais, en 2011. Et oui, si vous scrollez tout au début de... Gratouille. Tout au début de ma chaîne, c'est majoritairement batterie et danse. J'ai vraiment pas fait beaucoup de vidéos. C'est des vidéos que je préparais beaucoup plus, donc c'était pas l'idée de faire une vidéo par jour ou même pas du tout une vidéo par semaine. C'était pas du tout l'idée. C'était voilà, quand j'avais un projet ou quand j'avais quelque chose de disponible, je le postais, mais j'ai eu 2 vidéos en une année, quoi. Donc c'était pas du tout mon activité. C'était juste que je montrais sur ma vidéo YouTube que je faisais de la danse et de la batterie, mais c'était accessoire, quoi. Le 12 février, donc ça va faire non, 2023, donc il y a 2 ans. Ça va faire 2 ans que j'ai commencé à parler de la cartomancie sur YouTube. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet qui m'intéressait de plus en plus. Je regardais moi-même énormément de chaînes sur le sujet, et dans mon entourage, j'ai pas énormément de gens avec qui je peux en parler. Et voilà, j'avais envie d'échanger sur le sujet avec des gens. Voilà, tout simplement. Alors, l'histoire derrière mon pseudo, il y a 2 pseudos, entre guillemets. À la base, ça a été juste mon nom et mon prénom, donc Valentine Poten. Donc là, il n'y a pas d'histoire, c'est mon nom. Et par la suite, j'ai rajouté Fearless Pheasant. Donc, c'est une référence à mon faisan Kai Kai. Donc, j'ai eu un faisan dans mon jardin pendant 2 ans. Un petit faisan qui est apparu on ne sait pas trop où. On n'a jamais su. Toujours est-il que j'ai pris soin d'elle pendant 2 ans et ça a été un grand bonheur de m'occuper de cette petite boule de plumes. Voilà, elle est morte en mai 2023 et j'ai eu envie de lui rendre hommage dans le nom de ma chaîne, tout simplement. Donc aucun rapport avec la cartomancie, désolée. Quel type de vidéo tu préfères faire ?
Je pense que le type de vidéo que je préfère faire, c'est les vidéos que je fais le plus, c'est-à-dire présenter un jeu. Déjà parce que c'est le type de vidéo que j'aime le plus regarder. J'aime bien écouter quelqu'un parler des jeux et j'aime bien entendre ce que les gens ont à dire sur un jeu, ce que eux voient sur la carte. Pas spécialement pendant un tirage, hein, vraiment regarder le jeu et expliquer ce qu'ils voient, ce qu'ils aiment et pourquoi ils aiment. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'essaye de faire, en particulier quand je suis en déplacement en gare de chat. À chaque fois, je prends toujours un jeu avec moi pour l'analyser. Et je me suis rendu compte que le fait de le faire en vidéo, ça structure le travail en fait, dans le sens où si on regarde juste un peu les cartes comme ça, en étant chez soi, assis dans son fauteuil, en étant à l'aise, c'est très chouette, je dis pas que ça n'a pas de valeur, mais le fait de devoir verbaliser ce qu'on pense, on le précise, donc on se rend compte on se rend plus compte de ce qu'on dit, de ce qu'on pense, et on précise la pensée en la verbalisant. C'est une manière pour moi de travailler un jeu. Évidemment, c'est pas ça, travailler un jeu, mais c'est une des étapes, une des composantes de mon travail, ça peut être ce que j'en dis dans une vidéo. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais voilà. J'aime beaucoup faire ça. Ah mon amour, qu'est-ce que t'en penses? Tu veux pas venir sur mon épaule? Tu veux pas venir? Viens mon cœur. Tu veux pas te montrer? Bon, je te laisse tranquille. Question 4. Quel est le sujet ou l'idée de vidéo que tu hésites à faire ou refaire? Les vidéos que j'hésite toujours à faire, c'est les vidéos style quand je suis en voyage, en déplacement ou quand je fais quelque chose de particulier. J'hésite toujours beaucoup parce que c'est très gai d'avoir le résultat, mais c'est beaucoup d'organisation. Par exemple, bêtement, hein, quand j'ai été à Londres, pourtant ma vidéo, c'est pas ça une belle vidéo de voyage, hein, ma vidéo est super modeste, mais le fait de filmer à plein de petits moments pour vous montrer un peu tout ce qu'on faisait, ça prend du temps, ça demande toujours d'être organisé, d'avoir son GSM avec soi, d'avoir son micro, et puis bon après le vécu d'un voyage n'est pas du tout la même chose que ce qu'on peut ressentir en quelques secondes comme ça dans une vidéo, donc c'est fort contraignant. Après, je suis contente des vidéos que j'ai parce que ça fait des chouettes souvenirs. Mais c'est beaucoup d'organisation et à chaque fois, c'est toujours un tiraillement entre se donner la peine de le faire et puis avoir le résultat. Alors, question 5. Quelle est ta vidéo préférée sur ta chaîne? Alors, je ne sais pas si c'est ma préférée, mais pour moi, la vidéo la plus précieuse sur ma chaîne, c'est la vidéo où c'est la troisième partie de mes jeux d'automne. Donc c'est la vidéo que j'ai tournée avec Potiron, puisque c'est la seule vidéo que j'ai tournée avec elle, et c'était une semaine avant sa mort. Donc c'est très précieux et je suis contente de l'avoir fait. C'était difficile à faire dans le sens où j'étais extrêmement fatiguée et la vidéo a été très très longue à tourner. Plusieurs fois, je me suis dit, bon, je vais terminer une autre fois, c'est pas grave. Et je suis tellement contente d'avoir eu la force de caractère d'aller jusqu'au bout pour que cette vidéo existe et qu'on l'ait faite ensemble. Alors, 6e question, quelle a été la vidéo la plus difficile à faire de ta chaîne? D'un point de vue technique, d'un point de vue montage, c'est typiquement les vidéos de voyage parce que c'est un ensemble de toutes mini-vidéos que je mets ensemble et donc ça fait des fichiers plus difficiles à gérer sur le programme de montage. Maintenant, bon, je fais des vidéos, des montages ultra modestes, hein, c'est juste couper, mettre ensemble, il n'y a rien de fou là-dedans, mais ça demande beaucoup de temps et beaucoup de peaufinage, on va dire. Donc d'un point de vue technique, c'est ces vidéos-là. D'un point de vue émotionnel, je dirais que c'est la vidéo Mon rituel au jardin, parce que c'est la vidéo où je vous parle justement de mon faisan Kai Kai. Et c'est la vidéo où
j'ai faite trop tard, dans le sens où j'aurais voulu faire une vidéo avec elle pendant qu'elle était là. Je ne l'ai pas fait. Et donc c'est un peu la vidéo de regret. Mais je suis quand même contente de l'avoir tournée parce que du coup, il y a quand même une vidéo où je vous parle d'elle. Et ça, c'est important pour moi. Il y a beaucoup de gravité dans mes dernières vidéos. Question 7. Quels sont les outils que tu utilises pour créer tes vidéos? J'ai un pied, c'est un tout petit truc tout pourri que j'ai acheté sur Amazon. Je vous mets la référence en barre d'infos si jamais ça peut être utile. C'est juste un pied, un trépied dont on sait régler la hauteur avec une pince pour tenir le GSM. On s'est incliné vers l'avant ou vers l'arrière. C'est vraiment pas une qualité de ouf, mais bon, ça m'a coûté 20 €, donc voilà, c'est pas grave. Et c'est vraiment plus pratique d'avoir ça que de ne rien avoir. J'avais acheté ça en voyant le matériel que Célia Mélesville utilisait pour filmer ses dessins. Je crois qu'elle a un bien meilleur matériel, mais j'ai vraiment cherché à avoir quelque chose qui permet de filmer la table pour montrer les cartes. Ensuite, j'ai un micro que je connecte au GSM que mon mari m'avait offert, qu'il a acheté sur soit sur Bol, soit sur Coolblue. Un des deux. Je sais pas. Le micro, la marque, c'est Boya. Et je suis pas sûre que ce soit un super achat parce que le son est pas ouf. D'ailleurs, j'aimerais bien voir pour traiter le son pour qu'il soit plus agréable. Apparemment, il y a des fréquences qui font mal à certaines personnes. Moi, elles me font pas mal, donc je m'en suis pas rendu compte. Mais ouais, je pense que je pourrais améliorer le son de ma chaîne. Je sais que le son, c'est vachement important pour une chaîne. Et alors, en termes de montage, donc je monte maintenant toutes mes vidéos. Je monte dans DaVinci, donc c'est un programme qui est utilisé par les pros, même genre à Hollywood. Moi, j'utilise une version plus modeste parce que c'est la version gratuite. Ce que je fais, c'est du montage bête et méchant. C'est juste, je coupe et je mets deux bouts ensemble et j'écris un petit texte en bas. Enfin, c'est ridicule. J'ai pas du tout besoin d'un grand programme pour faire ça, mais voilà, j'ai appris à employer ce programme-là pour ce que je dois en faire. Du coup, ça me va. Mais voilà, je monte avec ça et j'adore faire ça. Question 8. As-tu déjà eu des doutes concernant ta chaîne ou as-tu eu envie d'arrêter les vidéos? Arrêter, clairement pas. Mais oui, ce qui est entre guillemets compliqué, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de développement dans ma chaîne, dans le sens où je suis super contente des gens qui sont présents. Aujourd'hui, j'ai 111 abonnés. Et il y a des gens dont je suis moi-même les chaînes qui regardent la mienne, donc ça c'est un super compliment. Mais en soi, 111 personnes, ça fait beaucoup de monde, mais ça reste une minuscule chaîne et j'aurais bien aimé qu'elle se développe un peu plus. Après, tout ce qui est, et ça justement c'est la question suivante, l'organisation. Donc, question 9, comment gères-tu l'organisation de tes vidéos? Je n'ai absolument aucune organisation. C'est vraiment... je filme un peu quand j'ai le temps, quand j'ai envie, quand j'ai un sujet. J'ai 10 000 vidéos filmées à l'avance que j'ai pas encore montées. J'en ai qui sont déjà montées, que j'ai juste pas encore postées. Donc j'ai des décalages dans le temps, dans les saisons. Donc je fais les tags 10 000 ans après tout le monde. Donc je respecte pas du tout les règles pour développer convenablement une chaîne YouTube. Où logiquement on est censé poster 2 fois par semaine, tout le temps à la même heure, pour créer vraiment créer la communauté. Ça m'emmerde vraiment de faire ça. Je le fais un peu comme je suis. Et je sais que logiquement il est conseillé aussi d'avoir une page Facebook ou une page Instagram qui sont liées, mais ça m'emmerde tout ça. Je le fais vraiment au feeling en fait. Et je prends beaucoup de plaisir à le faire, donc j'ai envie de garder les choses comme ça. Et je préfère m'amuser et que ça fonctionne pas, plutôt que essayer de faire quelque chose qui me ressemble pas du tout. Voilà. Comment gères-tu les commentaires négatifs sous tes vidéos? J'en ai pas. Je pense que les commentaires négatifs, ça arrive, à mon avis, ça arrive au moment où la chaîne grossit. Donc, à mon avis, les 1000 abonnés, c'est vraiment la transition.
Entre je suis petit, on me voit pas, on me laisse tranquille, il y a que les gens qui s'intéressent et il y a des trolls qui viennent m'emmerder. Et je suis loin des 1000 abonnés, donc pour le moment ça va. Question 11. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube? Est-ce que je peux donner des conseils, sachant que même ma chaîne à moi fonctionne pas? Ce que je fais moi sur ma chaîne, c'est pas des grands projets artistiques. C'est-à-dire que ma manière de gérer mes vidéos, c'est que je préfère que ce soit plus modeste, mais que ça existe, et que ce soit là. Les projets artistiques, je les gère complètement différemment. Je suis beaucoup plus perfectionniste. Je vais beaucoup plus au bout de mon idée. Ça n'a rien à voir en fait. La raison, et ça j'aurais pu aussi mentionner ça dans la question 1. Une des raisons qui m'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube, c'était de faire quelque chose qui soit amusant et qui soit gérable en termes de temps. Parce que je fais beaucoup de choses qui sont des projets sur le long terme, comme la musique, comme la littérature. C'est le genre de truc où, entre le début d'un projet et le moment où on a quelque chose de concret à montrer, il y a des mois, des années, parfois même 10 ans, 15 ans. Enfin, c'est vraiment des très très longs projets. Et j'avais besoin de quelque chose de plus immédiat, de plus interactif, de plus facile en fait. Et je dis pas ça de manière péjorative, mais j'avais envie de quelque chose où le matin je commence à filmer et en fin de journée j'ai une vidéo qui est postée. Et alors clairement c'est pas une grande création artistique, pas du tout, mais c'est pas du tout le but. Voilà, j'avais envie d'avoir des choses gérables, amusantes, dont je suis quand même fière parce que j'aime bien ce que je fais. Donc pour en revenir à la question, je dirais dans un premier temps, quelqu'un qui a envie de se lancer sur YouTube, c'est important qu'il sache ce qu'il a envie de faire, dans le sens où est-ce qu'il vaut mieux des vidéos parfaites, très travaillées, très montées, très épurées, ou est-ce qu'il vaut mieux avancer? Voilà, ça dépend du sujet, ça dépend de la personnalité, ça dépend de ce qu'on veut faire de sa chaîne. On peut avoir une chaîne avec des trucs très montés qui mettent des jours et des jours et des mois et des années. On peut avoir une chaîne où on balance un truc tous les jours. Donc, être clair avec ça pour pas être frustré. Je sais pas si vous savez faire quelque chose de cette information, mais c'est ma réponse. Alors, question 12. Quelle est la chose inattendue que YouTube t'a apportée? Une chose qui m'a fait extrêmement plaisir, c'est de me rendre compte que, comme je vous disais, plusieurs des personnes que je suis moi-même se sont abonnées à ma chaîne et me suivent régulièrement. Ça fait vraiment plaisir parce que on se sent appartenir à une communauté. Et ça m'a touchée, même si c'est à une échelle très modeste. La chose inattendue, mais après, est-ce que c'est inattendu dans le sens où c'est le principe de mettre des trucs sur Internet, c'est d'avoir une interaction avec les gens, normalement. Atchoum, mon amour. Tu veux pas faire... Oh non, tu as pas envie de bisous. Tu as pas envie de bisous, mon cœur. C'est pas grave. Le truc qui est inattendu dans la gestion de mes vidéos, c'est que j'avais pas prévu d'apprendre des trucs en faisant les vidéos. Mais en fait, je me rends compte que dans mon cas, c'est en faisant la vidéo que j'apprends des choses moi-même. Voilà, je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais c'est le feeling que j'ai. Si tu pouvais organiser un événement en lien avec le tarot tube, qu'aimerais-tu faire? Alors moi, ce que je trouverais vachement cool, mais c'est un gros truc, donc je pense pas que ce serait très réaliste, mais ce que j'aimerais bien, c'est genre organiser une sorte de salon où les créateurs viendraient avec leur jeu. Un grand salon pour les créateurs indépendants. Et que il y aurait les youtubeurs qui eux-mêmes créent des jeux. Potentiellement, on pourrait en avoir d'autres. Et ça serait un lieu de découverte et de découverte de nouveaux jeux. Et évidemment, il y aurait aussi des endroits pour
pour se faire tirer les cartes, pour des conférences, voilà, un grand salon. Je pense que c'est galère à organiser et que je ne saurais jamais faire ça, mais c'est ça qui me botterait, moi. Une chaîne YouTube que tu adores et que tu souhaites recommander. Ça va mon cœur, tu éternues. Ça vient d'où ça, mon ange? C'est nouveau? Qu'est-ce qui se passe? Petite boule. Je pense que l'appréciation qu'on a d'une chaîne est vraiment personnelle. Les raisons pour lesquelles on aime une chaîne sont pas toujours les mêmes pour tout le monde. Faut que je réfléchisse. Je regardais un peu dans les chaînes qui ont peu d'abonnés, parce que ça sert à rien de vous parler des chaînes qui en ont déjà énormément. Et il y a une chaîne en effet que je trouve super intéressante, c'est le tarot de la bonne mère. Je suis hyper étonnée, mais elle a 86 abonnés. C'est incroyable qu'elle ait si peu d'abonnés, alors que, je trouve que ce qu'elle fait est passionnant. Elle a créé un tarot, qui est le tarot de la bonne mère, que j'ai acheté via Instagram, et où donc c'est toutes des figures de l'Église catholique qu'elle a liées aux arcanes du tarot. Et sur sa chaîne, elle propose à chaque fois, chaque vidéo est une explication, une lecture de la carte et un tirage qui lui est associé. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne parce que ça vaut vraiment la peine. Elle a aussi une page Instagram. Et voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Alors, question 15. Quel est ton ou tes souhaits pour le futur de ta chaîne YouTube? Alors, ce que j'aimerais bien, évidemment, c'est toucher un public plus large. Après, vraiment sur le long terme, je suis pas vraiment quelqu'un qui me fixe des objectifs style je voudrais arriver à autant d'abonnés, et surtout pas avant telle période. Pas du tout, ça me parle absolument pas. Je vois ce qui se passe et puis voilà. Par contre, j'ai le projet fou sur le très 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 long terme de me dire finalement j'ai envie de faire une analyse de tous les jeux que j'ai, de tous les montrer. J'en ai énormément, donc je sais pas si j'y arriverai un jour. Peut-être que je me serai désintéressée de YouTube avant d'en arriver là. Un jeu après l'autre, pourquoi pas, qui sait. Question 16. Depuis quand pratiques-tu la cartomancie? Alors moi j'ai commencé vraiment à la jonction entre 2019 et 2020. C'est lié à une chaîne YouTube qui n'existe plus aujourd'hui, mais que j'adorais, qui s'appelait Docs Lover, ou Lovers. Docs Lovers, oui. La personne a toujours une page Instagram qui est Emma, je ne sais plus son nom de famille, je vous mets ça en barre de description. Mais elle a vraiment changé son type de contenu, les choses qui l'intéressent, etc. Donc ça n'a plus grand chose à voir avec ce qu'elle faisait à l'époque. Et c'est elle qui, entre guillemets, qui m'a parlé du tarot pour la première fois. Et ça m'a intriguée. Et elle recommandait les tirages de Iéna. Donc c'est comme ça que j'ai découvert Iéna. Et de là, j'ai découvert plein d'autres chaînes, notamment aussi la chaîne de Sébastien Michel pour le tarot de Marseille, parce que c'est comme ça que j'ai commencé vraiment le tarot. Quel a été ton premier jeu? Je crois que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais mon tout premier jeu, ça a été celui-ci. Donc c'est un oracle qui s'appelle L'herbier du chaman de Maya Toll aux éditions Larousse. Et c'est très très bête. Je vous en ai déjà parlé, mais j'aime bien raconter ces anecdotes. C'est très très bête, mais j'avais un peu cette vision que les cartes c'était soit dangereux, soit interdit, soit c'était pas vrai. J'en sais rien. Ça m'attirait pas plus que ça avant, et c'était pas du tout un domaine que je connaissais. Et ici, le fait que ce soit les éditions Larousse qui est quand même c'est eux qui font des encyclopédies, des dictionnaires, etc. Ça m'a mis en confiance. Je me suis dit, mais si c'est eux qui publient ça, je peux y aller, en fait. C'est con, hein. Mais voilà. Donc, je m'étais acheté ce petit oracle. Donc, dans le livre, c'est comme ça. Vous avez une grande représentation de la carte en couleur, en pleine page, avec chaque fois des plantes, hein, puisque c'est un herbier.
Donc il y a un rituel qui est proposé et une réflexion, donc des questions à se poser. Et puis on a à l'arrière du livre une pochette avec des petites cartes. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Je pense qu'il a été depuis réédité dans un format différent qui permet aussi d'avoir les cartes dans un coffret comme tous les autres oracles. Ceci c'est le dos, les tranches sont neutres. Et donc c'est à chaque fois il y a une plante qui est représentée. C'est bien, pour une fois j'ai une lumière convenable en fait dans cette pièce. Et puis il y a toute une mise en scène qui est créée autour de la plante. Voilà, et en fait j'ai créé... je peux pas m'arrêter là. Il y a un petit chat. Le premier tirage que j'ai fait, c'était avec ce jeu, et c'était un peu pour voir ce que me réservait l'année à venir. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, je me suis sentie bien dans cet exercice. Et à partir de là, je me suis intéressée au tarot, en passant par le Marseille, et c'est là que j'ai écouté les vidéos de Sébastien Michel. T'as fait une crotte, toi? On va nettoyer mon cœur. Oh! Un pigeon qui s'enfuit. Tout le monde fait ça dans ses vidéos. Ouais, oui, mon trésor. Il y a d'autres crottes. Toujours d'autres crottes. Alors, combien de jeux possèdes-tu? Question 18. Je suis une grande collectionneuse, moi. J'ai plus le chiffre exact parce que on m'a volé mon GSM mi-décembre et j'avais une base de données dans mon GSM, une app dans laquelle je gardais un suivi de tous mes jeux et j'avais pas fait de backup, donc maintenant je suis en train de refaire cette base de données, mais ça prend du temps et bon, je fais ça à mon aise. Mais c'est dans les 700. Je ne sais pas donner le chiffre exact, mais 700 jeux, mais c'est vraiment tout confondu, hein, tarot, oracle, poker, tout ce qui est cartes, vraiment tout ensemble. Oui, c'est énorme, je sais. Si tu devais garder un seul jeu, lequel est-ce que ce serait? J'ai déjà répondu 10 fois à cette question. Donc moi, si je gardais un seul jeu, ce serait le tarot Halloween de Karine Lee et Kipling West. C'est pas du tout mon premier jeu, c'est probablement un des jeux que j'ai le plus employé par contre. C'est un jeu avec lequel je me sens bien, en qui j'ai confiance. Voilà. Je vous montre. D'ailleurs, j'ai tourné une review de ce jeu et je ne l'ai pas encore posté. Je ne l'ai pas encore monté. Mais ça va venir à un moment. Un des trucs que j'aime dans ce jeu, bon, évidemment, il y a l'ambiance Halloween, mais la présence du petit chat noir sur toutes les cartes, ça me parle. Donc voilà, je pense que si je devais vraiment... Bon, j'aimerais pas avoir à faire ce choix, mais si je devais en garder un seul, ce serait celui-là. Je pense. Quel est le jeu que tu rêverais d'avoir? Question 20. Il n'y a pas spécialement, pour le moment en tout cas, il n'y a pas spécialement un jeu qui me fait rêver. J'en ai énormément, j'ai une très belle collection. Pour le moment, j'ai plutôt envie de continuer à utiliser ce que j'ai et d'explorer plus en profondeur mes jeux que de continuer à en acheter des nouveaux. Par contre, les jeux que j'ai payés sur Kickstarter, j'aimerais bien qu'ils arrivent. Ça, c'est une autre histoire. D'ailleurs, je vous ai dit, je financerai plus rien sur Kickstarter, c'est fini. Bah si, j'ai quand même financé un oracle sur les pigeons. Parce que ça avait l'air trop mignon. Question 21. Quelle carte te représente le plus? Je ne sais pas si c'est la carte qui me représente le plus, mais il y a deux cartes en particulier qui me touchent. C'est la force et le 3 d'épée. En particulier, j'aimerais vous montrer la force du tarot Halloween, que voici, qui me touche énormément. Et je vous en ai parlé dans la vidéo de l'histoire de Potiron et ma présentation, la troisième partie de ma présentation des jeux d'automne. C'est à cette carte-là en particulier que je pensais pendant toute la période où je me suis occupée de Potiron, où je lui donnais ses médicaments.
Voilà, j'ai essayé de m'inspirer de la puissance de cette carte pour prendre soin d'elle. Et également, le 3 d'épée, je voudrais vous le montrer dans le Paulina Tarot, aux éditions US Games par Paulina Cassidy. Voilà, donc pour moi, cette carte évoque vraiment ce que c'est le chagrin, en particulier parce que l'animal qui est pleuré par le personnage, c'est un oiseau. Donc ça me renvoie à mon faisan, ça me renvoie à mon travail à la Ligue de protection de la faune sauvage. Voilà, c'est une carte... pour moi, c'est une carte qui m'a bouleversée quand je l'ai découverte. Pour tout vous dire, j'ai pleuré à chaudes larmes rien qu'en la regardant. Elle me fait ressentir exactement ce que représente le 3 d'épée. Et je suis quelqu'un qui ressent les choses de manière forte, de manière profonde et longtemps à travers le temps. Donc voilà, c'est vraiment une carte qui me représente, je pense. Quel type de tirage préfères-tu faire ? Alors moi, je préfère les tirages positionnels parce que j'ai tendance à me sentir vite perdue et je suis désolée je vais couper le son en fait de mon PC parce que ça n'a aucun sens de le garder. Donc moi, ce que je préfère, ce sont les tirages positionnels. Donc où chaque carte représente une question, répond à une question précise. Plutôt que on tire des cartes un peu comme ça et on voit ce qui se passe. C'est super de savoir faire ça, mais je me sens pas assez en confiance pour arriver à faire ça. Et j'ai l'impression d'être vite dépassée par ce qui m'arrive. Et peut-être qu'à un moment, je serai suffisamment à l'aise que pour faire ça. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est un peu trop complexe. Et je suis clairement plutôt dans les tirages soit de guidance, soit introspectifs, plutôt que divinatoire. Je trouve ça super cool, les gens qui arrivent à faire du divinatoire, mais je m'en sens pas trop capable en fait. Question 23, je me souvenais pas du tout de cette question. Un tirage ou une carte qui t'a marqué ? Il y a un tirage que j'ai fait à un moment qui m'est toujours resté en tête. Vous savez, il y a les petits tirages que vous faites un peu tous les jours comme ça. Il y a les tout grands tirages en, 12 cartes que vous faites une fois par an. Et puis il y a des petits tirages que vous faites une fois comme ça, mais qui vous restent. Et il y a un tirage, je crois que c'était un tirage à plus de cartes, mais il y a une des questions qui m'avait énormément marquée et dont la carte m'a toujours suivie, j'avais posé la question de savoir ce que je pouvais faire, ce qui pourrait m'aider à retrouver la joie. Parce que je suis quelqu'un d'assez grave, quelqu'un qui vit toujours les événements plus forts quand ils sont négatifs que quand ils sont positifs. C'est pas toujours évident à gérer au quotidien, où on a envie aussi de légèreté, de plaisir tout simplement. Et voilà, ça c'était un tirage qui m'avait énormément marqué et qui m'a beaucoup aidé à travailler dans le futur. Ça fait des années que j'ai fait ce tirage et je rentrerai pas plus dans les détails parce que c'est très personnel. Voilà, c'est le type de tirage qui me parle et qui m'a vraiment marqué, qui est resté au fil des années. As-tu déjà utilisé les cartes d'une manière inattendue ou inhabituelle ? Je ne sais pas si c'est inattendu ou inhabituel, mais il y a par exemple l'oracle de Célia Melesville, Little Ghost, que j'utilise pour faire mon ménage. J'aimerais bien faire une vidéo de présentation du jeu parce que, donc, pour vous expliquer comment je fais dans le détail, mais quand Célia avait parlé du projet, qu'elle l'a vraiment développé et révélé, on va dire, elle a vraiment insisté sur le fait que ce jeu s'intéresse à la maison. C'est un thème qui me touche énormément. La maison, c'est quelque chose de très important pour moi, mais je suis loin d'être une fée du logis. Donc, c'est pas toujours évident pour moi d'organiser mon ménage. De manière générale, l'organisation, c'est pas mon fort. Aujourd'hui, je prends plus de plaisir qu'avant à prendre soin de ma maison. Donc, c'est quand même un moment que j'apprécie aujourd'hui de prendre soin de mon chez-moi.
Ça n'a pas toujours été le cas. Donc toutes les astuces qui peuvent rendre la chose plus agréable, je pense, sont bienvenues. L'idée, c'est que je ne suis pas du tout capable de gérer une maison en me disant « Ah bah il faut tous les X temps faire ça », avoir un tableau Excel où on met la date de la dernière fois qu'on l'a fait. Enfin, j'aimerais bien, mais j'arrive pas du tout en termes de temps. Au final, je ne sais pas faire les choses aussi souvent que je devrais les faire. Et donc, à un moment, j'ai tendance à me sentir dépassée. Et donc, ne pas trop savoir où commencer. Et quand je ressens ça, alors j'utilise ce jeu. Donc, voici le dos avec des tranches argentées, pailletées. J'utilise ce jeu puisque, clairement, ce jeu se passe dans une maison, avec tous des espaces différents. Et donc, quand je me sens perdue, quand je me sens dépassée, ou quand je me dis que j'ai eu le temps de faire du ménage, mais que je ne sais pas quoi faire, parce qu'il y a trop de choses différentes à faire, je me tire une petite carte de ce jeu, et je vois où ça m'emmène. Après, évidemment, j'utilise mon cerveau. Hein. Je vais pas... Genre, s'il me dit de nettoyer les vitres, alors que je les ai faites il y a 3 jours, non, je vais pas refaire les vitres. Mes vitres ne sont pas faites tous les 3 jours, ça c'est sûr. Voilà, je sais pas si ça peut vous intéresser, je sais pas si c'est inhabituel ou pas, mais j'aime bien faire ça. Vous me direz si ça vous inspire. Question 25, quel est le jeu que tu conseillerais à un débutant? C'est compliqué parce que moi j'ai l'impression que pour débuter, il vaut quand même mieux passer par les classiques, que ce soit le Marseille, le Rider-Waite, le Tot, enfin ce qu'on a envie, mais vraiment, j'ai l'impression que passer par le jeu duquel tout le monde s'inspire, ça donne quand même des bases vachement plus solides que de s'inspirer d'un tarot X ou Y qui n'a peut-être pas une qualité de fou. Ça me semble un meilleur plan de passer quand même par les classiques. Néanmoins, si l'esthétique ne vous parle pas du tout, et que vous avez un jeu qui vraiment vous fait envie, je pense que ça a du sens quand même de se tourner là-dessus. Et dans l'idée que quelque chose vous ferait vraiment envie, moi, ce que j'ai l'impression qui peut aider, après, c'est pas ce que j'ai fait moi au début, donc je ne sais pas trop ce que je conseille. Je dirais que passer par un tarot qui reprend des personnages d'un univers que vous connaissez bien, ça peut vous faire gagner du temps parce que ça vous lie les archétypes du tarot avec des personnages que vous connaissez déjà. Évidemment, il faut que ce soit un tarot qui est bien fait parce que sinon vous allez avoir des bases très douteuses. Mais j'ai l'impression que ça peut aussi vous lier à quelque chose de fort d'un point de vue émotionnel. Et dans ce domaine-là, il y a un tarot que moi je trouve parfait, c'est le tarot Buffy, dont j'ai fait une présentation en 6 heures, je pense. Il y a une vidéo pour les majeurs et une vidéo par suite. Et chaque vidéo est monstrueusement longue. Je connais vraiment super bien la série et je peux vous dire que le tarot est super bien fait. Donc, si vous connaissez super bien la série, pour moi, vous pouvez vous inspirer du tarot pour essayer de comprendre ce qu'on vous veut. Maintenant, si vous connaissez que très moyennement la série, ça ne va pas du tout vous aider en fait. Et je pense qu'avant de vraiment connaître une série, un univers, il en faut beaucoup. Après, par exemple, il y a des tarots sur tout, que ce soit, Star Wars, Seigneur des Anneaux, Good Omens, il y a des tarots un peu de toutes les licences aujourd'hui, peut-être en qualité variable, mais voilà, je pense que ça peut être une approche intéressante. Et j'ai l'impression que surtout pour les personnages de cours, ça peut potentiellement débloquer un peu les difficultés. Question 26. As-tu un jeu qui a une signification particulière pour toi?
Alors, je vous ai fait une présentation de ce jeu, donc c'est le tarot de la voix des saints, donc Las Voces de los Santos, pardon, je ne parle pas du tout espagnol. Donc c'est un petit tarot de Los Scarabeo. Il a une signification particulière pour moi parce que j'ai déjà utilisé une carte pour une prière. Je ne rentre pas dans les détails parce que c'est vachement privé, mais ça m'avait beaucoup touchée, ça a fonctionné. Et voilà, c'est un moment qui a vraiment compté pour moi. Donc, même si je ne connais pas grand-chose en termes de religion catholique, j'ai pas du tout la connaissance suffisante que pour vous apprendre quoi que ce soit sur le sujet. Mais voilà, j'avais réalisé une prière sur base de ce jeu. Et ça reste un moment très important pour moi, très beau. Et donc ce jeu forcément est spécial pour moi pour cette raison. Et je pense que cette notion d'utiliser une carte pour faire une prière, c'est quelque chose que j'ai pris soit chez Iéna, mais peut-être plus probablement chez Alexandre Mosruck. Voilà, j'ai passé beaucoup de temps à regarder beaucoup de leurs tirages, à écouter leurs vidéos, et je pense que c'est ça qui m'a amenée vers cette action de prière. Question 27. Comment choisis-tu le jeu que tu vas utiliser? Alors en général, ce que je fais le plus souvent, surtout pour les tirages style un petit tirage du matin, ce que je fais, c'est que dans les tarots que j'ai sélectionnés pour... Oui. Dans les tarots que j'ai sélectionnés pour la période, pour la saison, enfin ceux que je garde près de moi au salon, ce que je fais, c'est que de manière aléatoire, donc avec vraiment un générateur d'aléatoire, je détermine lequel je vais utiliser. Donc par exemple, si j'ai 3 étagères, enfin 3 niveaux à l'étagère, je vais sélectionner un nombre aléatoire entre 1 et 3. Et puis s'il y a 15 tarots sur l'étagère, ce sera un nombre aléatoire entre 1 et 15. Ça, c'est surtout pour les jeux que j'utilise, style pour une petite carte du jour, dans les périodes où j'utilise un jeu différent tous les jours. C'est quelque chose que je faisais pas du tout avant, mais c'est l'année passée, plus ou moins à cette période-ci, que j'avais entendu Dominique des Harmoniques de l'amour dire qu'elle changeait de jeu tous les jours. Et je me suis dit que j'allais essayer parce que j'avais déjà beaucoup de jeux à l'époque, donc je me suis dit que ça valait la peine comme idée pour utiliser un peu tout. Après, il y a des périodes où, par exemple le jeu que j'utilise pour le moment, donc c'est le Soul Cats Tarot de Adam Uhlers. Je l'ai tiré je l'ai pris au hasard il y a genre une semaine, et depuis une semaine, j'ai pas pris un autre tarot. À chaque fois, je refais des tirages avec ce tarot-là, parce qu'il me touche, parce qu'il me plaît, et que j'ai l'impression que j'ai des choses à en retirer. Donc ça va un peu dépendre du feeling que j'ai. Mais ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est laisser le hasard choisir du tarot que je vais utiliser. Et en particulier, par exemple, si je fais... vous savez, il y a parfois des challenges comme ça, des défis en un mois, une question par jour. Et donc, il y a vraiment toutes sortes de questions différentes sur un même thème, on va dire. Ce que j'aime bien, en fait, c'est pour chaque question, avoir la question et pour une question précise, choisir un jeu au hasard. Et j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je ne sais plus du tout laquelle, mais j'ai remarqué que c'était hyper intéressant, souvent, de tirer les cartes avec un jeu qui n'est pas censé être dans ce sujet-là. Par exemple, je l'ai fait récemment, c'est pour ça que j'y pense, le « Dis-moi que tu m'aimes » de Sandy Tattoo. Je l'ai utilisé pour une question, mais qui n'avait absolument rien à voir avec les relations, l'amour, etc. Et c'était vraiment super intéressant ce qui en est ressorti. Et si j'avais choisi ce tarot, je l'aurais jamais choisi de moi-même pour cette question-là, parce que c'est pas du tout intuitif. J'ai une grande
une fascination et je pense même une foi en l'aléatoire. Parce que pour moi, je sais que tout le monde ne voit pas les choses comme ça, mais dans la pratique des cartes, il y a énormément d'aléatoires et je sais qu'il y a des gens qui préfèrent voir que c'est l'inconscient qui nous guide vers telle carte. Moi, ça, perso, j'y crois pas. J'ai aucun souci à ce que les gens le voient comme ça, mais moi, je pense que je vois que les cartes viennent au hasard et je trouve ça très intéressant de voir ce qu'on en fait sur la base du fait que ce soit par hasard. Parce que le hasard, c'est pas rien. Je fais partie de ces gens qui pensent que la vie est apparue par hasard. Hein. Je suis une scientifique, j'ai une formation scientifique. Donc, dans ma vision des choses, Dieu se cache dans le hasard. Voilà. Faites-en ce que vous voulez, mais moi, je vois ça comme ça, en tout cas. Question 28. Te tires-tu les cartes quotidiennement ? Pas complètement tous les jours. Il y a des jours où j'ai pas le temps du tout, pas du tout le moral. Mais oui, quand j'y arrive, j'essaye de faire un petit tirage le matin. Bon, ces derniers mois ne sont pas très représentatifs parce que voilà, j'allais vraiment pas assez bien. Mais en règle générale, j'aime bien faire un petit tirage par jour. Je fais finalement assez rarement des grands tirages, plus souvent pour les autres que pour moi à ce niveau-là. Mais oui, alors quand je fais un grand tirage, vraiment réfléchi avec des positions, etc., ça c'est beaucoup plus rare. Hein. C'est, je sais pas, au changement de saison par exemple, ou à mon anniversaire, ou ce genre de choses. Et ça c'est une pratique qui prend beaucoup de temps, mais je fais pas ça tous les jours évidemment. Et malheureusement, j'ai pas beaucoup l'occasion de tirer les cartes pour les autres. Je l'ai déjà fait et j'ai bien aimé l'exercice. Et je pense que les gens ont bien aimé aussi ce qui est ressorti du tirage, mais ça reste occasionnel. Question 29. Qu'est-ce que les cartes t'ont appris sur toi-même ? C'est difficile d'identifier une chose en particulier. Je vois les cartes surtout comme un support pour creuser au fond de nous-mêmes. Après, c'est de manière indirecte, mais ce qu'elles m'ont montré, c'est que, vous savez, on dit souvent que c'est jusqu'à 25 ans que le cerveau se développe. Et après 25 ans, on passe... c'est une régression au lieu d'être une évolution. Et donc, c'est beaucoup plus difficile d'apprendre des nouvelles choses. Alors, je ne dis pas que c'est facile d'apprendre les cartes. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai commencé à développer passé 35 ans. Clairement, je ne suis pas une grande professionnelle et j'ai encore plein de choses à apprendre. N'empêche qu'entre le jour 1 et aujourd'hui, il s'est quand même passé un paquet de trucs et j'ai fait un grand chemin dont je suis fière. Et les cartes m'ont montré que j'en étais toujours capable. Et ça, c'est vachement cool, je trouve. Et dernière question, des projets ou des envies pour le futur dans ta pratique ? Mes envies, c'est je pense, de continuer et de plus tirer les cartes pour les autres. Le travail qu'on fait avec soi-même ou qu'on fait pour quelqu'un d'autre, ça n'a rien à voir. Mais oui, ce que je voudrais, c'est continuer à faire plus pour les autres et je pense arriver à appréhender un tirage de manière plus sereine. Donc pas avoir besoin d'une préparation psychologique de 3 jours avant de me dire « Ouh là là, je vais tirer les cartes telle date pour telle personne ». Juste avoir mes cartes sur moi, qu'une copine me dise « Oh, tu veux pas me tirer les cartes ?» et je sors le jeu et pouf, on fait le tirage. Ça, j'aimerais... Qu'est-ce que t'as un cheveu dans le bec, toi ? Eh il a pas là ce cheveu. Qu'est-ce que tu fais ? Mon amour. Je sais plus ce que je disais. Voilà, j'aimerais bien arriver à tirer les cartes pour les autres et que ça devienne plus naturel, que ça devienne moins effrayant. À prendre plus confiance en moi. Voilà.
Sur ce, j'espère que ce petit tag vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. N'hésitez pas à faire le tag vous-même si vous en avez envie. Et sur ce, Palo et moi, on vous souhaite longue vie et prospérité.